Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Aujourd'hui, nous avons deux invités d'exception, tous deux récents finishers de la dernière Race Across France, 2500 km. Alexis Erard, ingénieur packaging circulaire, et Hélène Fromanti, journaliste à Radio France. Nos invités du jour vont nous dévoiler à travers cet épisode la configuration de leur monture et le choix des accessoires pour cette aventure épique, car ils devront, je le rappelle, traverser les routes sinueuses du Massif central, avec des ascensions également exigeantes dans les Pyrénées, mais aussi le légendaire Mont Ventoux, dans leur quête vers Mandelieu, la Napoule, destination finale de ce périple incroyable. Ils ne le savent pas encore, mais au moment d'enregistrer cet épisode devant le Between Village à Lille, Hélène et Alexis vivront des aventures bien différentes. Tous deux vont terminer l'épreuve, tous deux seront finishers, mais Hélène, après un départ canon, se verra récompensée comme meilleure rouleuse de l'épreuve. Elle devra par ailleurs changer sa cassette chez Octave au pied du Tourmalet pour plus de souplesse en mettant un 38 à l'arrière. Alexis, quant à lui, réussira à terminer avec 36 heures d'arrêt forcé à Clermont-Ferrand suite à la casse d'une manette de frein. Il fera preuve d'une résilience incroyable pour remonter un à un les concurrents et terminer dans les délais. C'est parti pour un voyage fascinant à travers des paysages magnifiques, des défis redoutables, à travers la France à vélo. Restez avec nous pour découvrir les secrets des derniers préparatifs de ce défi cycliste que s'apprêtent à réaliser Hélène Fromanti et Alexis Erard. Je suis avec Hélène Fromanti. Bonjour Hélène. Bonjour Arnaud. Moi je suis ravi de te recevoir. Merci. La première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on est impatiente de partir? Quelle sensation à quelques minutes, quelques heures du départ? C'est un mix entre les deux, vraiment 50-50. 50% de stress que j'essaie de contenir, parce que voilà, on a toujours un peu peur d'avoir oublié quelque chose, du dernier pépin mécanique ou quoi que ce soit. Et puis voilà, il y a le stress de voir tous les partants et tout. Mais il y a vraiment 50% d'excitation. Genre là, je suis hyper hâte de partir et j'ai hâte de découvrir les paysages et de me lancer dans l'aventure, quoi. Bon, alors je te rassure, nous aussi on a hâte de partir. Je peux te dire que voilà, ça fait 15 mois qu'on prépare ce parcours, cet événement. On travaille d'une année sur l'autre sur les parcours, donc on a hâte de vous voir vous élancer. Là, c'est un petit peu l'arroseur arrosé, parce que quel est ton métier, Hélène? Je suis journaliste radio, donc le micro que tu m'as tendu, c'est celui que je tends d'habitude aux gens que j'interviewe. Bon, c'est très très cool. Je sais qu'il y a France Bleu, effectivement, qui a fait des articles sur ton aventure et qui va te suivre. Ouais. Mais l'objectif d'aujourd'hui, c'est que tu nous présentes ton vélo. Ouais. Alors, est-ce que tu peux, Hélène, s'il te plaît, nous présenter? Présente-nous ton vélo, comment est-ce qu'il est équipé, comment est-ce que tu as choisi ton matériel, pourquoi tel ou tel choix? Alors c'est un nouveau vélo, donc c'est la première fois que je vais le rouler sur aussi long. Je l'ai rodé bien évidemment, mais j'ai pas encore fait de course avec. De la marque Basic, c'est ça? Ouais, Basic Bike, c'est une petite marque qui est basée à Berlin, en Allemagne, qui fait que des composants, qui source que des composants en carbone. Et donc là j'ai le cadre de route que j'ai monté avec des pneus en chambre à air en 32 sections, avec des pneus Continental 5000, Grand Prix 5000, donc c'est, je pense, ce qu'il y a de mieux pour la route. Est-ce que tu avais hésité avec le choix du tubeless? Alors je devais à la base en effet être en tubeless, mais pour des raisons de montage de pneus sur la chambre à air, voilà, j'ai préféré, c'était compliqué de me mettre en tubeless, ce qui est une technologie que j'ai utilisée sur mes précédentes courses et que j'apprécie beaucoup. Voilà, je retourne sur la chambre, qui est aussi quelque chose que je maîtrise, donc ça m'inquiète pas trop. Je pense qu'il y aura plus de crevaisons qu'en tubeless, mais bon, voilà, on va dire que j'avais pas trop le choix sur ce coup-là. Et sur ta section de pneus, puisqu'on voit aujourd'hui sur la longue distance beaucoup de participants partir sur des pneus de plus en plus larges. Ouais. On a du 40 même au départ parfois en slick, mais là aussi, est-ce que tu as une réflexion sur la section des pneus ou est-ce que tu as pris la section avec laquelle tu as l'habitude de rouler? Je voulais le plus large que mon cadre puisse accepter. Ok, intéressant. Et ce qui est le cas, parce que donc à l'avant, il reste quasiment rien. J'aurais pas pu mettre plus. À l'arrière, j'aurais pu être en 32, je pense. C'est vrai que sur les précédentes épreuves que j'ai faites, j'ai été en 35 sur de la route et en 35 aussi sur de la route mix gravel sur la Desertus. Donc, mais là, voilà, j'ai choisi du 30 pour être quand même
assez confort, dans le haut du confort, on va dire, Je vois ce que tu veux des dire. Ouais. petits pneus. Et je l'ai roulé comme ça sur plus de 600 bornes déjà, et j'en suis satisfaite. Donc voilà. Et sur la hauteur des jantes, là aussi, c'est des jantes que tu as l'habitude de rouler. Ouais, ouais, Tu ouais. as une réflexion spécifique sur la hauteur. Non, pas particulièrement. C'est juste C'est ce le que j'ai confort avant tout. l'habitude, Ouais. ce que j'ai l'habitude d'avoir. Non, je suis repartie sur un peu des choses que je connaissais, on va dire. Parle-nous de ta transmission. Alors, je vois que tu es en Euh, mécanique. Oui, je suis en frein mécanique. Là aussi, c'est un peu nouveau pour moi parce que j'ai toujours été en hydro. J'avais envie j'ai eu l'opportunité de récupérer ce groupe et donc je l'ai testé sur mes sorties de préparatoire et j'en suis satisfaite. Le toucher est quand même un peu différent de l'hydro. Oui, c'est vrai. C'est Mais, aussi peut-être éviter de problèmes mécaniques auxquels tu pourrais pas répondre. Ouais. Avec du câble, c'est beaucoup plus pratique. Exactement. Tu peux trouver en tout cas le long de la route. Ouais, hein, c'était un peu facilement. J'avoue que c'est un choix que j'ai pas choisi, c'est plus un choix que j'ai subi parce que c'est ce qu'on m'a proposé et que j'avais un budget un peu limité pour mon vélo. Mais du coup, je l'ai testé et j'en suis très très contente. Et en effet, c'est plus facile entre guillemets de pallier certains soucis en cas de pépin, quoi. Parle-nous de ton braquet, parce qu'il y a les Pyrénées, il y a le Ouais. Ventoux, il y a l'Auvergne. Tu pars avec quel braquet? Je vais botter en touche parce que je suis nulle en mécanique. J'adore. Hélène part sur 2500 km. Je peux pas te dire. Ne sais pas son braquet. Non, je sais. Moi, je fais du J'adore. vélo. C'est l'aventure. Voilà. Donne-moi un vélo, je vais faire 2500 Non, km. mais bien sûr que non. Mais enfin, comment? J'ai 11 vitesses, ça je le sais. Non, Alors, je sais tu pas. as 50-34 devant. Donc, tu as 50-34 devant. Et derrière, tu as peut-être pas 34, hein, peut-être 30 ou 32. Donc avec un vélo chargé, ça, c'est ambitieux? Non, 34 devant, c'était confort. 34. Après, le pignon arrière, je pense que tu seras dans les Pyrénées notamment, et dans le Ventoux, très probablement tout à gauche. Ouais. Mais bon, 50-34, c'est compact, c'est très bien. C'est très bien. Les personnes qui m'ont conseillé savaient sur quoi j'allais me lancer. Non, pas de Je leur ai fait confiance, les yeux fermés. C'est ta réponse qui est drôle, parce que tu n'es pas la première à qui on pose la question, et je sais pas, en fait. J'ai vraiment beaucoup de mal à... Enfin, tu me donnes des la chiffres. notion, on va dire, à quoi ça Je sais pas représente. ce que ça représente. Et du coup, j'avoue que ça rentre pas. Et donc, c'est vraiment une valeur que j'ai aucune J'adore. utilité à connaître, quoi. J'adore cet esprit. Je ne sais pas sur quel braquet je suis. Voilà. Des fois, je le note dans mon téléphone pour faire semblant que je sais. Mais là, j'ai oublié. Bon, ensuite, ton setup, je trouve qu'il est très intéressant, puisqu'il y a des, on appelle ça des pushers, des wooshers, c'est ça? Ouais, des foot potch, ouais. Voilà, c'est ça. Avec une petite sacoche sur le haut du tube, une sacoche vers les bidons, une sacoche à l'arrière. Là aussi, est-ce que tu as une réflexion sur la position de tes sacoches? Est-ce que tu as hésité à en mettre une sur le guidon à l'avant, tu sais? Voilà, comment est-ce que tu as réparti tes sacoches et qu'est-ce qu'il y a dedans surtout? Le setup, c'est vraiment ce qui m'a pris le plus de temps et qui m'a vraiment, vraiment pris la tête. Je me suis arraché C'est les une vraie cheveux. réflexion. Hein. C'est une vraie réflexion, d'autant plus quand on est une femme et qu'on n'est pas grande et qu'on a un cadre qui est petit. J'ai eu cette réflexion. Parce que c'est vrai que c'est peut-être quelque chose que les garçons ne réalisent pas, mais quand on a un petit cadre, on peut pas mettre les bidons qu'on veut, on peut pas mettre les sacoches de cadre qu'on veut, et donc ça a été une grosse réflexion. Alors je note que ton bidon central, il est très très bas. Tu as fait percer des trous, des œillets volontairement pour qu'il soit si bas? Non, j'ai mis des adaptateurs pour il y a des adaptateurs, effectivement. Pour bouger la hauteur et le niveau de mes porte-bidons, en fait. Ça, c'est très intéressant. Ouais, je prendrai des photos, hein, donc on communiquera sur ça dans les articles, je pense, mais Hélène, en fait, a mis des adaptateurs sur ses œillets de porte-bidon classique pour pouvoir justement régler la hauteur des bidons. Et ça te permet effectivement de mettre un grand bidon et une petite sacoche dans l'espace. Sinon, exactement. Très intéressant. En fait, si j'avais laissé les porte-bidons à la hauteur, je pouvais rien mettre. Ouais. Donc voilà. Alors, donc en fait, Pardon. Non, vas-y. J'ai énormément réfléchi parce que ce qui était sûr, c'est que je prenais une sacoche de sel. Ce qui était sûr également, c'est que j'aurais une longue top tube sur le cadre. Donc, ce qui était sûr, c'est que je voulais pas de sacoche à l'avant pour des raisons plutôt aéro. Voilà. Et à la base, je voulais pas de foot pouch. Mais la question était surtout qu'est-ce que je mets dans mon cadre? Est-ce que je prends un sac à dos? Et en fait, j'ai acheté un sac à dos que j'ai testé sur plus de 400 bornes. Et en fait, ça me convient pas du tout. Je l'ai chargé peut-être un peu trop, mais pour être sûr. Parce que c'est la grande tendance. Hein. C'est la grande tendance. Je me suis dit, si tout le monde en a, j'avais pas envie de faire le mouton, mais en tout cas, j'avais envie de voir ce que ça valait. C'est la grande tendance qui vient du trail, effectivement, où certains mettent 2 litres d'eau dedans, d'autres mettent juste de la nourriture ou du textile. Mais c'est la grande tendance des sacs à dos de trail qui arrivent. On a d'ailleurs des équipementiers maintenant, des marques de vélos qui sortent des sacs à dos pour les cyclistes.
Donc c'est intéressant. Et alors, qu'est-ce que tu as mis parce que c'est bien d'avoir des sacoches, mais en ultra, et tu le sais très bien, chaque chose doit être mise dans un emplacement très précis pour pouvoir les retrouver facilement et ne pas être désorganisé. Hein. Mais alors, qu'est-ce que tu as mis dans tes sacoches, pardon? Alors, les food pouches, c'est principalement de la bouffe. L'alimentation. Toute l'alimentation. Parce que c'est facilement accessible, tu mets la main dedans. C'est facilement accessible, exactement. Ouais. J'ai mis aussi un petit bidon de 500 ml qui est flexible. Du coup, s'il est vide, il peut me faire gagner de la place. Donc là aussi, c'est des petits peu les bidons de trail, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, des petites poches d'eau. Ouais. Ok. Donc voilà, le food pouch, tout ce qui est nourriture. Dans la top tube, j'ai mis les choses dont j'ai besoin de manière rapide, c'est-à-dire batterie externe, crème solaire, il y a quoi d'autre, un petit sac à dos si je fais des courses, des mouchoirs, le multi-tool, des piles en rab, la prise électrique. Le sifflet obligatoire. Voilà, la petite casquette, les écouteurs, le baume à lèvres, enfin tous les trucs dont je vais avoir besoin sur le vélo, vraiment. Ça, c'est plutôt les petits accessoires, effectivement. Ouais, très bien. Et ensuite, dans la sacoche de cadre, j'ai mis plutôt tout ce qui est réparation. Mécanique. Ouais. Donc j'ai aussi mes câbles, j'ai ma pile pour électrique, ma frontale. Tout ce qui est électrique. Ouais. Une chambre à air, le kit de réparation. Ouais. Je vois que tu es expérimentée, Hélène, parce qu'il y a des poches dans les sacoches. Et ça, c'est très très bien. Parce que beaucoup s'imaginent que dans une sacoche, tu mets un peu tout en vrac. C'est un enfer sinon. Pas du tout, en fait. Il faudrait presque même, parce que je vois que tu as ce type de sacoche qu'on utilise aussi, nous, dans l'organisation. Et il peut y avoir même un code couleur où chaque fermeture a une couleur bien précise. Et en fait, c'est intéressant dans les sacoches d'avoir, déjà de savoir précisément où est-ce qu'elles vont toutes et ce qu'il y a dedans. Et de mettre des sacoches dans les sacoches en cas de fuite, en cas de très forte pluie. C'est hyper intéressant de savoir où tout ça se situe. Donc une poche pour en gros l'électronique, une poche pour les petits accessoires. Devant, c'est plutôt l'alimentation. Et dans ta sacoche arrière, c'est le textile. Textile, bivy, doudoune, j'ai pris une couche en plus. C'est très compact. Hein. Pardon ? C'est très compact. Ouais. Non, mais t'as bien compacté, je veux dire, parce que franchement, ta selle, elle est pas... Je sais pas, c'est quoi, c'est une 12 litres? Non, je sais pas. Non, peut-être je sais pas. Ouais, elle est pas énorme. Hein. Peut-être 10. Ouais, c'est possible. Mais j'ai rien pris pour dormir dehors. Ouais. Non, mais c'est après une stratégie. Pour la sécurité au cas où. Les couvertures de survie, pardon. Et puis voilà. Puis après, j'aurais dans mes poches arrière de jersey et dans mon cargo short, j'aurais un peu les petits textiles, bonnets, gants, dont j'aurais envie de me délester. Très intéressant. Quand j'aurai trop chaud ou trop froid. Je crois qu'il y a un as-saver à l'arrière, un petit garde-boue pour éviter les retours d'eau. Ouais, bien pratique. Tu as fait le choix d'avoir des aéros, deux aéros donc sur ton guidon. Oui. Là aussi, c'est quoi? Tu as testé, c'est un choix, tu ne te voyais pas partir sans, parce que c'est une vraie discussion auprès des participants. Quelle a été ta prise de décision sur finalement je les mets ou j'hésite? J'ai déjà fait 3 ultras et j'ai mis des prolongateurs dès le premier. Et je reviendrai jamais en arrière. En fait, c'est pas tant pour l'aéro, c'est pour le repos. Pour le repos, le confort. Je me rappelle sur ma dernière épreuve, il y a un moment où il y a un de mes prolongateurs qui était un peu dévissé et du coup il tombait. Et j'avais tellement mal aux fesses que je pouvais plus me mettre dans la position aéro et c'était horrible. J'ai fait 40 bornes et donc là je me suis vraiment rendu compte qu'il me les fallait tout le temps quoi. Et donc je reviendrai pas en arrière. Je suis habituée à rouler avec, c'est confort, ça permet de changer les positions. Tout ce que tu dis. En fait, tout ce que tu dis, c'est exactement pour ça où je pense dans la longue distance, il faut des aéros. C'est le changement de position sur la selle. Ça c'est clair. C'est le repos du haut du corps. Et là-dessus, je parle pas d'aéro, hein, je parle juste de confort. Donc c'est un confort au niveau de l'assise parce que tu vas changer effectivement tes appuis. C'est un confort au niveau du haut du corps parce que tu vas reposer le haut de ton corps et donc c'est beaucoup plus confortable quand tu fais du long. Et puis effectivement, quand tu as cette position, naturellement, tu produis un peu plus de puissance, donc tu vas un peu plus vite. Mais en tout cas, je pense que c'est le bonus, mais c'est pas l'objectif initial. Et puis, également pour ta sécurité, ça c'est très très important, parle-nous de tes éclairages. Les éclairages, alors c'est... Comment dire, moi j'ai toujours été en dynamo et encore une fois l'objectif à la base sur ce vélo était de monter ma roue dynamo sur mon vélo, mais encore une fois pour des soucis de mise en place de pneus sur les jantes, c'était
extrêmement compliqué de mettre les pneus que je voulais sur la exactement. Et du coup, j'ai dû choisir de renoncer à ma dynamo, ce qui m'a un peu fait bizarre au début, parce que ça va être une réflexion un peu différente dans la gestion de la batterie, de l'énergie exactement. Que tu n'as pas avec une dynamo. Ouais, mais je me suis fait conseiller une lampe avant et une lampe arrière il y a quelques mois maintenant, et je les ai testées sur des sorties. J'en suis très satisfaite. Les deux ont des éclairages vraiment assez puissants et surtout une autonomie assez longue. Mais vu que je compte a priori m'arrêter à l'hôtel tous les soirs, ça devrait pas trop être. Ouais, mais en tout cas, c'est une sécurité. C'est-à-dire qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, tu sais qu'ils sont en état de marche sans te soucier de te dire est-ce que ça va tenir. Voilà, si ça tient 24 heures, c'est bien. Exactement. Et puis, tu as également la frontale que je vois fixée au casque. Qui là aussi, qu'on m'a conseillé et que j'aime beaucoup. En fait, c'est pas une marque très connue. Elle ressemble pas à toutes les plus fancy qu'on trouve sur le marché. Mais en fait, ce qui est assez cool, c'est qu'en fait, ça marche à pile. Donc déjà, je peux racheter des piles partout. Donc, je suis un peu plus autonome en termes de batterie. Et en fait, c'est un boîtier qui... T'as pas besoin de câble, tu veux dire? Si, il y a un câble, mais en fait, ce qui est cool, c'est que je peux le mettre dans mon dos. Ok. Et j'ai pas le poids de la batterie sur la tête. Comme ce qui certains. peut aussi... au bout d'un moment faire mal sur au tes muscles de la nuque. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, je relie le câble que quand j'en ai besoin. Donc, je la branche généralement quand la nuit commence à tomber et je la garde jusqu'au matin. Mais rien ne pèse sur ma tête à part la lampe qui est extrêmement légère. Ça fait rien. J'ai une question également sur la pompe. Oui. Je vois que tu as une pompe. Certains vont sur des cartouches. Toi, tu as positionné la pompe à côté de ton bidon. Là aussi, c'est quoi? C'est un confort de dire, bon... D'ailleurs, est-ce que tu as des cartouches avec toi ou pas du tout? J'en ai pas pris parce que... Le poids, la place... La place, et puis je me suis dit qu'en chambre, c'était plus facile de regonfler qu'en tubeless. Oui, c'est sûr. Et puis je l'ai positionné là. Non, par contre, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris un adaptateur de valve de voiture. Ok. Si jamais je suis dans une station essence et qu'il y a un... Alors ça, c'est un super tips. C'est un super tips que tu nous donnes. Ouais, du coup, ça m'est arrivé de me retrouver dans une station essence et de faire exploser ma chambre à air à cause de ça. Donc tu as un adaptateur sur les pneus, même que tu trouves sur certains VTT ou des vélos de ville, qui sont beaucoup plus larges que des embouts de route. Donc toi, tu as un adaptateur. Donc tu vas en gros dans une station-service. Ouais. Le mec qui change des pneus, tu peux lui demander de gonfler ton tarot. Il faudra toujours mettre pas trop de puissance, mais au moins j'ai l'adaptateur. Ouais. Ça, c'est-à-dire si je crève et que je vais pas remis assez de puissance sur Internet, sur Bike24. Voilà. Franchement, ça c'est une super astuce. Ça vaut 1,30 € et c'est une bonne affaire. Ça va vous sauver une épreuve. Voilà. Et du coup, la pompe, je l'ai mise là parce que j'étais un peu limitée quand même en termes de place dans mes sacoches. Bon choix, et du coup, de la même manière que j'ai mis une chambre à air à l'arrière de mon tube de sel, ça me faisait gagner un peu de place dans mes sacoches. Et ça n'empêche, je les ai placés vraiment à des endroits qui n'empêchent pas le pédalage, quoi. Donc, et ça ne touche rien, quoi. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre sur ton vélo, Hélène? Que je l'aime beaucoup. C'est ce que j'allais dire. Bon, franchement, j'allais poser la question. Est-ce que tu l'aimes, ton vélo? Est-ce qu'il a de la gueule? Il a de la gueule, ce vélo. Il a de la gueule. Je voudrais juste passer un petit message. C'est Clément de Tangente Atelier qui m'a fait mes sacoches et qui m'en a fait d'autres pour d'autres aventures. Et j'en suis extrêmement satisfaite. Il bosse super bien. Belles. Il est à Lyon, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu le, je ne le connais pas, à Villeurbanne. Mais elles sont très belles, effectivement. Et c'est vrai que je me faisais la réflexion en voyant d'autres vélos. Là, je me disais, est-ce que c'est pas un peu too much d'avoir des sacoches sur mesure et tout. Et en fait, je trouve que quand on aime son vélo et quand on aime son setup, c'est important, quoi. Et ça fait le petit truc qui va te booster et tu vas être contente de rouler avec, et du coup, c'est cool. Tangente Atelier. C'est ça. Écoute, Hélène, Dossard USS 332, tu sais que tes dossards sont à vie, hein. Donc si tu veux reparticiper l'année prochaine ou dans 10 ans, tu auras le même dossard. Je note. Avec une très belle code couleur jaune. Au moment où l'épisode sera diffusé, l'épreuve sera terminée, donc on saura si tu es finisher. J'espère. Moi, je te souhaite plein de belles choses. En tout cas, belle réflexion dans ton matériel. Tous les choix sont assumés, sont décidés, parce que parfois certains sont subis. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Au moins, tu connais ton braquet. Ouais, si on te pose la question dans redis-moi quand même. Je suis à 50-34 devant. Okay. Voilà. Derrière, j'ai pas compté, mais je pense que c'est probablement un 32 ou peut-être même un 34 aussi. Mais je me coucherai moins bête. Enfin, pas ce soir parce que je vais pas dormir. Mais plein de bonnes choses. Un très très beau vélo. Je vais mettre des photos effectivement sur le site. Merci. Et n'hésitez pas à contacter Hélène si vous avez des questions. Elle saura vous répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je suis avec Alexis Erard. Comment ça va, Alexis, à quelques heures? Eh bien, ça va bien. La pression commence à monter. Là, l'idée, c'est d'être sûr que j'ai rien oublié. J'ai pas encore fait le contrôle, donc tout est dedans. Mais après, c'est
je pense que j'ai encore des choix à faire. Alors Alexis est déjà finisher, il a terminé l'année passée, donc il sait précisément dans quoi il se lance, mais c'est aussi pour ça qu'on a voulu qu'il présente son matériel, voir ce qu'il avait fait évoluer. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Rappelle-nous le temps l'année passée, quel temps tu avais mis? L'année dernière, j'ai mis tout juste moins de 7 jours, 6 jours, 23 heures et 33 minutes. On se souvient même des minutes. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ton vélo? Présente-nous ton vélo et ton matériel, Alexis. Alors le vélo, là j'ai le Van Rixel l'EDR, une version du coup plutôt typée endurance, assez confort. Et dessus j'ai monté des équipements, des sacoches de portage du coup à l'arrière et aussi au-dessus du cadre. J'ai rien mis au niveau du guidon pour favoriser tout l'aérodynamisme. Donc voilà, équipé en Ultegra à disque, des roues full chrome, voilà. On va reprendre ça dans le détail. Moi je vais commencer par tes pneus. Alors, est-ce qu'on est sur du tubeless? Est-ce qu'on est sur de la chambre à air? Très bonne question. Alors, malgré mes aventures sur la Race Cross Paris, je suis resté en chambre à air. Rappelle-nous quand même ta mésaventure. Alors, sur la Race Cross Paris, je suis parti, j'avais une seule chambre à air de change, plus les rustines. J'ai crevé 3 fois. J'ai dû changer, démonter la roue au moins 4 fois pour voir ce qui n'allait pas, pour remplacer. Et ouais, j'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et mentalement, c'était dur. Mais pris beaucoup d'expérience. Oui, exactement. Et l'année dernière, sur la Race Cross France, on partait du Touquet, on s'arrêtait ici et j'avais crevé après Béthune Village. Je me suis rendu compte que j'avais pas de chambre à air. Donc là, je me suis amélioré. Ok, donc on sent que l'expérience va servir. Alors, donc on est en chambre à air. La section de tes pneus, quelle section tu as choisi pour J'ai du 28. Ça reste assez fin comparé à beaucoup, mais un meilleur rendement, plus de... Ouais, voilà, je préfère le 28. C'est vrai qu'aujourd'hui, 28, je ne suis pas certain que les participants soient en 25 ou en 23 comme il y a quelques années. C'est vrai que 28, tu dois être probablement dans les sections les plus faibles. Ouais. Et est-ce que tu as eu une réflexion autour de la hauteur des jantes? Est-ce que tu t'es posé la question sur des jantes avec un profil plus large, ou est-ce que c'est des roues avec lesquelles tu as l'habitude de rouler qui sont plutôt confort? Alors, c'est des roues avec lesquelles j'ai l'habitude de rouler. Et c'est vrai que la question aurait pu se poser vu le parcours cette année où il n'y a pas tant de dénivelé. Je me dis ça aurait pu se poser, mais j'ai l'habitude de rouler avec celle-ci, j'en suis très content, donc je les ai gardées. Bon, ok, le confort avant tout, tu nous expliquais, donc on était sur du frein à disque. Oui. Moi j'aimerais connaître ta transmission, parce que tout à l'heure j'ai fait le même exercice avec une participante qui sera au départ du 2500 km, et à la question quel est ton braquet? Alors moi elle ne savait pas répondre. En gros, tu lui as tendu un vélo, elle part avec le vélo qu'on lui donne. Ouais. Est-ce que tu connais ta transmission, tes braquets avant et arrière? Alors à l'avant je suis en 36-52. Et à l'arrière, je suis en 11-32. De base, c'était en 11-28. Et l'année dernière, avant la Race Cross France, j'avais une course dans les Vosges. Je me suis rendu compte que c'était trop peu. C'est très bien dans le nord, mais dès que ça monte, c'est compliqué. Et encore plus quand on est chargé. Donc 32, c'est bien. Il y aurait eu plus de dénivelé, peut-être que le 34 ça aurait pu être plus agréable pour avoir plus de confort et plus de souplesse dans le pédalage dans certains cols. Ouais, les Pyrénées, ça peut être dur cette année. C'est ce que j'allais dire. Tu nous feras le débrief une fois avant 2 lieux pour nous dire comment se sont passés. Avant les Pyrénées, il y a quand même les massifs d'Auvergne à traverser, le massif central, et ensuite effectivement les Pyrénées avec le Tourmalet et Spandel surtout, qui est très difficile. Oui. Et puis le Mont Ventoux, donc la transmission, tu nous l'as dit. Au niveau des pédales, alors c'est vrai qu'on est sur une aventure de 2500 km. Certains ont des chaussures vraiment, tu sais, avec des cales qui ne sont pas des pédales vraiment automatiques comme un vrai coursier. Est-ce que toi, tu as eu cette réflexion de dire est-ce que je pars avec des chaussures vraiment de cycliste, de coursier, ou est-ce que je suis sur des chaussures un peu plus confort qui me permettraient de marcher confortablement avec quand je fais des pauses? Oui, alors non, moi je suis resté sur des chaussures coursier. Je me suis mis dans la tête que en base de vie, j'enlèverai les chaussures. Si je m'arrête, je les desserre en général. Et même en roulant, ça m'arrive de les desserrer un petit peu. J'ai eu l'expérience l'année dernière où j'ai des douleurs sous le pied. Donc là, j'ai refait quelques positions de cale qui sont quand même importantes. Oui. Donc là, dernièrement, j'ai eu aucun signe mauvais concernant ça. Donc plutôt positif. Parle-nous de ton setup, c'est-à-dire, il y a une sacoche de cadre, une sacoche au-dessus des bidons et puis une sacoche arrière. Oui. Est-ce que tu t'es posé la question de la sacoche avant? Peut-être pas à cause de l'aérodynamisme, tu l'as dit tout à l'heure. Exactement. Et qu'est-ce que tu as
il y a quand même 4 bidons, hein. Ça, c'est ce que je vois là, il y a quand même 4 bidons. Alors comment tu as réparti tes sacoches, comment tu as fait tes choix et qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur? Ok, ouais, alors très bonne question. Donc 3 sacoches, une plutôt à l'arrière, tout ce qui est textile. Au fond, je mets plutôt ce qui est pour dormir. Ensuite, je mets le change, j'ai un textile change court à l'intérieur. Ensuite, je mets ce qu'il faut pour le froid, donc manchette, jambière, doudoune. Et là, au plus proche, je mets ce qu'il faut pour la pluie, parce qu'en général, quand il pleut, on a besoin de se changer au plus rapide. C'est-à-dire que dans ta sacoche arrière, il y a un ordre dans lequel tu as rangé tes affaires. Ouais, j'essaye de faire comme ça. Je dis s'il pleut, en général, c'est un peu dans l'urgence. J'ai pas envie d'aller tout au fond, de tout sortir, de mouiller tout ce qui est sec. Donc, je le mets plutôt au plus proche. Et j'ai même quelques paquets de saucissons à l'arrière. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi le porte-bidon arrière va permettre d'éviter que la sacoche ballotte. Exactement, le porte-bidon, je l'ai mis l'année dernière, justement sur la rafle, et j'en suis super content. Ça évite la sacoche de trop bouger, ça la maintient. Et ça fait 2 réserves d'eau en plus et c'est pas négligeable quand on traverse des zones où il y a peu d'eau. L'année dernière, les Vosges ou le Jura. Et là, toute la partie, le milieu de course, je pense, ça va être des zones où le dimanche, on n'aura pas beaucoup de commerce, il n'y aura que les cimetières. Donc je pense que c'est un bon choix. Je verrai au niveau des Pyrénées ou après si je les garde ou pas. Mais pour l'instant, je pars avec. C'est vrai que tu peux t'appuyer aussi sur les drop bags effectivement pour poser des affaires ou en récupérer éventuellement. Sacoche centrale et sacoche sur le topless, ouais. Qu'est-ce que c'est? Explique-moi. Alors, sur le dessus, je mets plutôt tout ce qui est électronique, téléphone, batterie et recharge ici, accessible que je peux bouger quand je roule. À la droite, si j'ai pas le téléphone, en général, je mets un petit paquet de choses à grignoter justement, accessible aussi. Et en dessous, c'est une sacoche à 2 poches, une sur la gauche qui est plutôt fine et étroite où je mets de quoi réparer, chambre à air, des monte-pneus, rustine, voilà tout ce qu'il faut ici avec une couverture de survie aussi ici. Et sur la droite, une réserve de nourriture. L'année dernière, j'avais un beaucoup plus petit format. Là, je pars, je pense, avec celle-ci au début. Et pareil, dans les Pyrénées, vu que les bases de vie seront assez proches, je passerai sur le petit format. C'est vrai qu'il y a un avantage des fermetures des deux côtés, c'est quand même assez pratique. Et donc, pas de sacoche avant? Non, pas de sacoche avant. J'ai dans mes affaires un petit pochon, pareil, pour mettre des choses à grignoter. Toujours sympa, au final, je me suis rendu compte de pouvoir manger, c'est important. Je vais voir comment je m'organise. C'est possible que je le mette un petit pochon ici, où on peut mettre une gourde ou des affaires à grignoter, des petites choses. Et j'ai une question sur le sac à dos. C'est vrai qu'on voit beaucoup aujourd'hui sur la longue distance, de par le fait que les trailers commencent à venir sur le vélo en longue distance. On voit les sacs à dos arriver avec les poches d'eau de 2 litres ou du textile. Est-ce que toi, tu as eu cette réflexion sur est-ce que je prends un sac à dos ou est-ce que tu ne t'es jamais posé la question? Alors, je me suis demandé pourquoi certains prennent un sac à dos. Ça peut être intéressant en effet. Après, moi, finalement, j'ai choisi de ne pas le prendre. Je ne me suis pas trop posé la question. Je me suis dit, si j'ai des couches de vêtements à mettre, à enlever pendant que je roule, ça peut être aussi assez embêtant et contraignant. J'ai des vêtements qui sont assez serrés et j'ai pas envie d'avoir des vêtements plus larges spécifiquement pour ça. Intéressant. Et puis on va se rapprocher du poste de pilotage. Oui. Donc on voit qu'effectivement, tu as équipé ton vélo d'aéro. Oui. Tu as un tube, d'un guidon à tube rond, des aéros qui sont assez relevés avec des cales. Là aussi, explique-nous pourquoi ce choix de matériel. Alors, sur la première race, la 500 que j'avais fait en 2022, j'avais un aéro qui était très bas. C'était pas sur le même vélo, mais ça restait très bas et j'ai vite eu mal au dos. Là, du coup, j'étais parti l'année dernière sur cette configuration et suis super content, donc je ne l'ai pas touché. Je l'ai laissé comme ça, position assez haute. En fait, je vais certes chercher un peu d'aéro, mais surtout du confort et ne pas forcément avoir les mains posées sur le guidon pour soulager les appuis. C'est aussi ça pour moi qui est important, c'est aussi avoir des positions différentes sur le vélo. Au niveau de la selle, est-ce que l'aéro aussi a été un choix en te disant, au moins, même si c'est pas les deux barres, hein, c'était pas un choix purement de pénétration dans l'air, mais par contre de changement de position sur la selle également? La selle, c'est une selle que j'ai depuis le début sur ce vélo-là.
j'ai eu la chance de m'y accommoder très facilement et du coup, elle me suit depuis 2 ans maintenant. Ok. Ça, c'est aussi la selle. Est-ce que tu avais souffert de la selle l'année passée ou... Non, Non. J'avais très peu souffert de la selle, des pieds et un petit peu des mains par moment. Et donc les pieds, est-ce que tu as changé quelque chose par rapport à l'année passée? Peut-être une pointure de chaussures, de semelles ou... J'ai modifié légèrement la position des cales. Plus en arrière? Comment? Plus en arrière, plus en avant? Un petit peu plus en arrière, ouais. Je vais voir si ça paye sur des longues distances de 1500, mais jusqu'à présent, ça va beaucoup mieux. Bon. Et concernant l'éclairage, parle-nous de ton éclairage. Oui, alors j'ai une frontale sur le casque. Avec batterie, c'est ça, la batterie avec et sur le casque. batterie arrière que je peux changer. Donc les batteries, j'en ai dans les bases de vie. C'est une batterie qui se recharge, mais je peux très bien la switcher à la base de vie si j'ai pas le temps de la recharger, si je veux aller vite. C'est une lampe de trail Evatic Decathlon qui éclaire très bien. Bon, je l'ai fixée avec des résons sur le casque. C'est pas l'idéal, mais moi j'en suis très satisfait aujourd'hui. Et à l'avant, j'ai une grosse lampe Olight 2000. Sur batterie ou sur dynamo? Sur batterie. J'ai pas de dynamo ici. Je me suis posé la question de la dynamo. Finalement, avec la batterie jusqu'à présent, ça fait l'affaire. J'arrive à recharger quand je roule ou quand je m'arrête. Profiter au maximum des temps d'arrêt. Je fais des temps d'arrêt assez longs, donc j'ai le temps de recharger. Oh, très bien. Et à l'arrière, une petite lumière à l'arrière ici et une autre qui viendra sur la sacoche. Sur la sacoche arrière, ok. Et on a un compteur également. Comment tu as choisi de découper tes maps? Est-ce que tu as des grandes maps de 1000 km par exemple, ou est-ce que tu as découpé entre les bases de vie? Oui, alors là j'ai découpé entre les bases de vie. Pour moi c'est idéal, comme je disais tout à l'heure, je faisais une présentation au bureau tout à l'heure, et ce que je disais, pour moi c'est important de découper la course étape par étape, et voir le tracé découpé sur le GPS, c'est aussi assez motivant d'avancer step by step. Une dernière question pour toi Alexis, puis après on va te laisser aller au contrôle vélo et te préparer. Qu'est-ce que tu as changé sur ton vélo par rapport à l'année passée? Alors, qu'est-ce que j'ai changé? C'est une bonne question. En fait, sur quoi tu as eu une réflexion? Qu'est-ce que tu as fait évoluer? L'année dernière, je crois que j'ai rien changé parce que les courses que j'ai faites récemment, j'avais gardé pareil. Et là, j'ai mis une sacoche plus grande. Profonde, ouais. Parce que là, je trouve qu'il y a plus d'écart entre les bases de vie sur la première partie de course et milieu de course. Ouais. Bon, intéressant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De finir. Voilà. Écoute, on te souhaite d'être finisher. Un grand merci à toi pour cette présentation. Et puis rendez-vous tout à l'heure au briefing et puis sur la ligne de départ. Merci Alexis. À plus tard.